Bonjour à tous et merci de cette opportunité de parler d'Adapto. Alors moi, je vais aborder ces questions d'adaptation sur le littoral sous un angle peut-être un peu différent, puisque dans Adapto, on ne s'intéresse pas directement à la façon d'adapter les espaces naturels au changement climatique, mais plutôt à la façon dont ces espaces naturels peuvent contribuer à l'adaptation des territoires littoraux au changement climatique. Donc ça oblige à dézoomer un petit peu. Le projet Adapto, c'est un projet qui est financé donc, également par le programme LIFE de l'Union européenne, comme Nature Adapt. Il a démarré fin 2017, il va se terminer fin 2022. C'est un projet qui est porté par le Conservatoire du littoral et le BRGM et qui cherche à faire la preuve par l'exemple de l'intérêt d'une gestion souple du trait de côte comme stratégie d'adaptation des territoires littoraux au changement climatique. Alors, qui dit preuve par l'exemple dit exemple concret. Donc, du coup, on travaille à l'échelle de 10 sites pilotes où on accompagne les acteurs locaux dans l'élaboration et la mise en œuvre de démarches de gestion souple du trait de côte. Et on essaie ensuite de capitaliser sur ces démarches. On a 3 sites sur la façade Manche-Mer du Nord, 3 sites sur la façade Atlantique, 3 sites sur la façade méditerranéenne et un site en Outre-mer, en Guyane. Alors, la gestion souple, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est un peu barbare comme appellation. C'est un exemple de solution fondée sur la nature qui contribue à la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte. L'idée derrière, c'est de valoriser le rôle des milieux naturels d'interface entre la terre et la mer qui vont pouvoir jouer le rôle de zone tampon face aux aléas érosion submersion et de ce fait protéger les enjeux situés en arrière. Donc ça suppose notamment d'accepter une certaine mobilité du trait de côte. Un premier exemple de gestion souple, c'est la reconnexion marine. Donc, c'est des zones où on va reconnecter à la mer des polders endigués. Donc, on parle aussi de dépoldérisation. Dans ces zones reconnectées, donc, on a des dynamiques de sédimentation, de recolonisation végétale qui vont pouvoir se mettre en place, notamment par des végétations de présalés. Et ces présalés vont pouvoir venir atténuer l'énergie des vagues. Et si la sédimentation est suffisante, ils vont aussi pouvoir s'exaucer en même temps que le niveau de la mer. Là, vous avez des exemples. L'un sur Mortagne-sur-Gironde, c'est un exemple assez ancien de polder qui a été dépoldérisé en 1999 suite à la tempête Martin. Un autre exemple assez ancien sur l'île Nouvelle. Et puis un autre exemple plus récent ici dans le cadre d'Adapto sur le polder de Ploubalay en baie de Lancieux. Je vais surtout parler dans ma présentation de reconnexion marine parce que finalement, c'est ce qui pose peut-être le plus de questions en termes d'évolution des usages et des milieux. Mais la gestion souple du trait de côte, ça s'applique aussi au système dunaire. Dans ce cas-là, l'idée, c'est d'avoir suffisamment d'espace pour que les dunes puissent rouler sur elles-mêmes et continuer à jouer leur rôle de barrière naturelle face aux aléas. Donc là, vous avez en bas à gauche un exemple de route départementale qui a été démontée sur le site du Petit Travers en 2015. Et un autre exemple sur les vieux salins de cordon littoral qui a été désenroché en 2019. Alors, la gestion souple du trait de côte, ça reste quelque chose d'assez novateur et assez peu répandu en France, donc qui fait face encore à de nombreux obstacles, parce que ça implique forcément une certaine rupture dans les modes de gestion qui peut être parfois difficile à concevoir et à accepter. Du coup, dans Adapto, on a développé une approche systémique. On aborde ces questions d'adaptation du littoral au changement climatique sous l'angle des risques, du paysage, de l'économie, de la perception sociale et de la biodiversité. Et on essaie de mettre en relation ces différentes disciplines sans que l'une ou l'autre ne prévale a priori sur les autres pour aboutir in fine à un compromis qui présenterait le meilleur équilibre possible au regard de ces différentes dimensions. On m'a demandé de vous présenter lors de cet atelier des premiers résultats d'Adapto. Alors, comme le projet n'est pas terminé, c'est un peu un challenge, ce n'est pas évident, mais je vais essayer de vous livrer des premiers éléments de réflexion sur chacune de ces dimensions. Alors, sur le premier angle, qui est la gestion des risques, alors c'est normal que vous voyez une slide un peu bizarre. Donc, c'est important de le préciser, la gestion des risques, ce n'est pas de la compétence du conservatoire. Mais c'est finalement souvent l'angle qui prévaut sur les autres dans l'aménagement du territoire au titre de la protection des biens et des personnes. Donc, c'était essentiel dans le cadre d'Adapto qu'on aborde ces questions sur les sites concernés par le projet.
Le BRGM, qui est co-bénéficiaire du programme LIFE, réalise des simulations d'érosion et de submersion sur les sites en fonction de différents scénarios. Là, je vous ai mis un exemple de modélisation sur le site de Lançon en Bretagne. Sur ce site-là, il y a eu beaucoup de travail de fait pour essayer de rendre ces simulations facilement compréhensibles et appropriables par les acteurs locaux, avec notamment des représentations dynamiques en relief, comme vous pouvez le voir ici. Et ce qui est important, c'est que ces simulations, elles contribuent à partager avec les acteurs locaux une culture commune sur l'exposition de leur territoire aux aléas. Et cette culture commune, c'est vraiment un préalable avant de pouvoir parler d'adaptation. Alors, la difficulté avec la gestion souple du trait de côte, c'est que ce n'est pas forcément facile à modéliser. On connaît bien la capacité de protection offerte par un marais maritime. Il y a pas mal de littérature sur le sujet. Ça montre notamment que plus un marais est étendu, plus sa capacité à réduire l'énergie des vagues va être importante. C'est ce qu'illustre le petit graphe là en bas à droite. Mais par contre, ce qui est plus incertain, c'est la vitesse à laquelle ce marais maritime va pouvoir s'implanter et redevenir fonctionnel suite à reconnexion marine, parce que ça dépend de beaucoup de paramètres, des conditions du milieu qui va être plus ou moins propices à la sédimentation, à la recolonisation végétale, et aussi des modalités de la reconnexion marine en elle-même. Et on a vraiment le sentiment que ces incertitudes, finalement, génèrent une certaine défiance envers ces solutions de la part de certains acteurs en charge de la gestion des risques. Et on identifie vraiment le besoin de renforcer les suivis des zones reconnectées à la mer sur le long terme, ça c'est important, pour continuer à mieux documenter l'efficacité de la gestion souple du trait de côte. Alors, une des originalités d'Adapto aussi, c'est la place qu'on donne aux approches paysagères. Alors qu'on aborde d'abord sous l'angle historique. Ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est que le littoral a toujours été mobile. Donc pour ça, on utilise beaucoup des cartes historiques qu'on superpose pour montrer d'un côté l'évolution du trait de côte, où on voit qu'il y a toujours eu des zones en érosion et des zones en accrétion, et de l'autre, l'évolution de l'occupation humaine, où finalement on voit que le problème, c'est surtout qu'on a rapproché les enjeux humains du littoral. Et on se rend compte que cette prise de conscience par les acteurs locaux de la mobilité permanente du trait de côte, c'est vraiment un préalable pour pouvoir ensuite accepter l'idée d'un futur où le trait de côte ne resterait pas figé, statique. Sur l'aspect paysage, on s'attache aussi à développer une vision prospective pour donner à voir ce à quoi pourraient ressembler les paysages de demain selon différents scénarios d'évolution. Donc pour ça, on travaille notamment avec l'École nationale supérieure du paysage de Versailles, qui a développé une démarche méthodologique adaptée à ces problématiques d'évolution du trait de côte. Là, vous avez des exemples de visuels sur le site de l'estuaire de l'Orne. Et on se rend compte que ces approches paysagères, elles ont une vraie plus-value parce que c'est des approches sensibles que tout le monde peut comprendre, s'approprier et qui peuvent servir de support à un dialogue apaisé. Et elles permettent aussi de rendre les choses beaucoup plus concrètes et tangibles parce que ce n'est pas du tout évident d'imaginer ce à quoi pourrait ressembler le futur avec l'élévation du niveau de la mer. Et ce qu'on arrive à mettre en évidence avec ces approches aussi, c'est la possibilité d'envisager ces dynamiques d'évolution, non pas comme des menaces, mais plutôt comme des potentiels d'avenir. Alors évidemment, la dimension économique est également essentielle pour les acteurs locaux, que ce soit du point de vue de la collectivité qui va payer une partie du système d'endiguement ou pour les acteurs socio-économiques qui sont présents sur les territoires. Donc, dans Adapto, on analyse les impacts économiques du point de vue des coûts et des bénéfices de différents scénarios de gestion du trait de côte sur les enjeux présents sur les territoires. Et dans ces analyses, on a choisi de prendre en compte également les services écosystémiques, dès lors qu'ils sont monétisables, bien évidemment. On n'a pas encore finalisé les études économiques, mais on a déjà des premiers éléments de comparaison qui ressortent entre des scénarios plutôt de gestion souple versus des scénarios de gestion dure plus fixistes. Du point de vue des coûts, ce qui est plutôt évident, c'est que dans un scénario de gestion dure avec des infrastructures grises, les coûts directs liés aux ouvrages de protection vont être nettement plus importants. Ils vont être moins importants dans les situations de gestion souple,
puisqu'on va avoir les présalés qui vont jouer un rôle de protection des digues rétrolittorales, donc les coûts d'entretien seront bien moindres. Et puis aussi, les coûts d'implantation des ouvrages rétrolittoraux en eux-mêmes vont être moindres, parce que ces ouvrages vont être disposés de façon plus parcimonieuse. À l'inverse, dans des scénarios de gestion souple, on peut avoir des coûts qui vont potentiellement être plus importants pour tout ce qui est relocalisation des enjeux présents et pour tout ce qui est rachat éventuel du foncier situé dans la zone d'interface terre-mer. Alors, c'est des coûts d'entrée qui peuvent être potentiellement très importants en fonction des enjeux présents et du statut du foncier. Mais on peut aussi se demander si finalement, ce n'est pas des dépenses qui seront inéluctables et qu'on devra assumer tôt ou tard. Du point de vue des bénéfices, tout dépend un peu des activités économiques qui sont présentes sur les territoires. Sur les sites adaptés, on a des activités agricoles, des activités touristiques, récréatives. Et donc, tout dépend de celles qu'on arrivera à maintenir et sous quelle forme. Là, il y a vraiment tout un champ à explorer aussi sur les activités économiques compatibles avec ces reconnexions marines. Je pense notamment effectivement au pâturage au vin sur des prés salés, mais il y a sûrement tout un champ d'autres activités à explorer. Ce qu'on anticipe aussi, c'est que dans les scénarios de gestion souple, on va avoir aussi une fourniture de services écosystémiques qui va être plus importante. Alors, on peut citer par exemple le rôle des prés salés en matière de nourricerie pour l'ichtyofaune, qui va être support d'une activité de pêche, mais il y a bien d'autres services évidemment. Et plus on conduit cette analyse économique sur un temps long, plus on se rend compte que la gestion souple va être avantageuse économiquement. Alors, du point de vue de la biodiversité, évidemment, la reconnexion marine, ça va induire des changements en matière de biodiversité. On en a parlé dans la présentation précédente. On va perdre des habitats qui sont liés à des milieux doux au profit d'habitats liés à des milieux salés. Donc, ça va de fait avoir un impact sur les espèces qui sont inféodées à ces habitats, y compris des espèces patrimoniales. L'approche qu'on met en œuvre dans le cadre d'Adapto, c'est d'avoir un raisonnement lié à la qualité écologique globale. Donc, pour ça, on travaille avec le Muséum national d'histoire naturelle qui travaille à l'élaboration d'un indicateur de qualité écologique adapté aux milieux littoraux qui doit nous permettre de caractériser l'impact de la gestion souple sur la biodiversité. Donc, je pense que ma collègue Marianne Debu, qui interviendra cet après-midi, pourra vous en parler un peu plus. Ce qui est important, c'est aussi que dans cette IQE, on essaie d'intégrer une dimension prospective en croisant les données d'habitat avec les cartographies de submersion pour essayer de déterminer a priori comment pourrait évoluer la qualité écologique en fonction des scénarios de gestion du trait de côte envisagé. Et ça nous permet d'intégrer cette dimension écologique dans le choix du scénario le plus équilibré. Alors évidemment, même si la qualité écologique globale se maintient ou augmente avec une gestion souple du trait de côte, il n'empêche qu'on a certains habitats, certaines espèces qui peuvent être affectées négativement. Et donc, pour les espèces les plus vulnérables, ça suppose de réfléchir à des translations d'habitat, si on a de l'espace juste en arrière, ou ça suppose d'accompagner le déplacement de ces espèces en veillant à la connectivité des milieux. Alors, je ne m'attarde pas sur ces questions parce que je pense que ce sera abordé dans d'autres présentations, puis qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialistes que nous sur ces questions. Mais ce qui est important aussi de préciser, c'est que ça suppose aussi d'adapter finalement les outils réglementaires de protection à ces translations ou à l'accompagnement de ces déplacements d'habitats et d'espèces. Et ça suppose aussi de planifier la recomposition spatiale des territoires en intégrant d'ores et déjà cette dimension environnementale. Parce que l'idée, c'est que dans la planification des zones rétrolittorales, on ne fasse pas obstacle, mais surtout qu'on facilite ces dynamiques d'adaptation des écosystèmes. Dernier angle essentiel dans Adapto, c'est celui évidemment de la perception de ces projets par la population et puis la concertation avec les acteurs locaux autour de ces thématiques. On travaille avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui co-encadre avec nous une thèse CIFRE sur les questions de perception sociale et on a pu réaliser l'année dernière 1500 questionnaires de perception sociale sur les sites Adapto. On en a encore au début de l'analyse des résultats, mais on a déjà des premiers éléments qui se dessinent. Le premier, ça a été aussi évoqué dans la présentation précédente, c'est que les usagers, les riverains des sites sont très attachés à ces sites. Et les mots-clés qui traduisent cette valeur d'attachement, ils figurent ici là, sur ce
ces petits nuages de mots, les gens sont attachés au caractère naturel, au caractère préservé, au caractère pas trop fréquenté de ces sites. Ce qui ressort aussi, c'est que dans la théorie, la population est plutôt favorable à des scénarios d'adaptation, plutôt qu'à des scénarios où on chercherait à résister à tout prix face à l'élévation du niveau de la mer. Et les gens seraient prêts aussi à faire confiance aux solutions fondées sur la nature face aux aléas littoraux. Mais ça, c'est la théorie. Et dans la pratique, une gestion souple, c'est quand même plus difficile à accepter quand les gens sont concernés directement. Ça, on le voit aussi sur les sites. Et on a 2 points d'achoppement principaux pour la population locale. C'est les craintes par rapport à l'évolution de ces paysages auxquels ils sont très attachés, et les craintes aussi de ne plus pouvoir accéder à ces sites. Et donc, il y a un enjeu important de maintien des cheminements sur ces sites. Alors, évidemment, selon un tracé différent, mais en tout cas, toujours permettre l'accessibilité à ces sites. Un autre élément qui explique cette perception, c'est possiblement le manque d'information aussi. On a plus de 60% des gens qui se sentent mal informés et qui souhaiteraient mieux l'être sur les démarches locales d'adaptation au risque côtier. Alors, on essaie dans le cadre d'Adapto de répondre à ce besoin d'information par un programme pédagogique qui occupe une place très importante dans le projet. Et on est accompagné sur chacun des sites par les centres permanents d'initiative pour l'environnement, les CPIE, qui développent des outils pédagogiques et les mettent en œuvre à l'échelle de chacun des sites auprès de différents types de publics. Alors, informer, c'est une chose, mais ensuite, c'est comment on prend en compte l'avis de la population dans la conception même des projets. Il ressort des enquêtes qu'on a menées une certaine défiance de la population vis-à-vis des réunions publiques, notamment les gens ne se sentent pas écoutés, ont l'impression que leur avis n'est pas pris en compte. Il y a donc un enjeu important aussi à innover en matière de participation citoyenne, a fortiori sur ces questions qui sont très anxiogènes. Et enfin, en ce qui concerne la concertation avec les acteurs locaux, l'expérience des sites Adapto nous montre la nécessité de prendre le temps de la concertation. Alors, ça semble évident quand on le dit comme ça, mais finalement, c'est rarement comme ça que ça se passe. Je pense notamment dans le cadre des PAPI, où on est lié à un calendrier de financement. C'est important de prendre le temps de partager le diagnostic avec les acteurs locaux, on l'a dit, sur la mobilité du trait de côte, sur l'exposition aux aléas et sur la nécessité de s'adapter. C'est important ensuite de se mettre d'accord sur les enjeux et ensuite de co-construire une stratégie. Et ce qu'on voit aussi, c'est que même quand une stratégie est actée, l'animation et la concertation ne doivent pas non plus s'arrêter, parce que finalement, tant qu'on n'aura pas développé une vraie culture de l'adaptation, ces stratégies, elles restent toujours susceptibles d'être mises en cause. Et ces stratégies, elles doivent elles-mêmes être adaptatives, puisqu'elles doivent être re-questionnées en permanence, finalement, à l'aune des apports scientifiques et des retours de terrain. Alors, une fois qu'on a abordé toutes ces dimensions, dans Adapto, on les met en perspective, on essaye, pour co-construire un projet de territoire partagé avec l'ensemble des acteurs. Donc, souvent, on aboutit à des solutions de compromis qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'on avait pu imaginer initialement. Mais comme ça reste des thématiques nouvelles, c'est aussi nécessaire pour passer ensuite à l'action de mettre en place une nouvelle ingénierie territoriale au service de ces projets de territoire. Ça nécessite de clarifier les rôles, de jouer la complémentarité entre acteurs. Et voilà, il y a tout un travail aussi d'ingénierie pour réussir à passer à l'action. Je vais conclure parce que je pense que je ne suis pas loin de dépasser le temps. Alors, j'ai essayé de faire ressortir dans cette slide les principales conclusions d'Adapto à ce stade sur l'intérêt de la gestion souple et sur comment promouvoir ce type d'approche. Alors, si je devais retenir une idée principale, c'est la nécessité de travailler aux bonnes échelles. Alors, à la fois aux bonnes échelles temporelles et à la fois aux bonnes échelles spatiales. Temporelles parce qu'il faut d'ores et déjà s'inscrire dans une vision de long terme. Il faut se donner le temps de la concertation, on l'a dit. Il faut se donner le temps d'accompagner l'évolution des usages et des nouvelles pratiques qui pourraient être mises en œuvre sur ces zones d'interface terre-mer. Il faut du temps pour retrouver aussi des milieux fonctionnels. Et c'est dans la durée, on l'a dit, que les bénéfices de ces stratégies seront les plus importants. Donc, il faut s'inscrire dans ce temps long. Et par contre, il faut commencer à se préparer dès maintenant au vu de l'urgence climatique. Et c'est là qu'est toute la difficulté.
Et il faut travailler aux bonnes échelles spatiales. Il faut qu'on sorte aussi de la logique du site ou de notre espace naturel en tant que tel pour regarder à l'échelle d'un territoire plus large. Donc, ça peut être par exemple l'intercommunalité, parce qu'à cette échelle, on va pouvoir montrer des choses positives à un endroit qui viendront compenser d'éventuels impacts perçus comme négatifs à un autre. Et c'est essentiel, je conclurai là-dessus, c'est vraiment que la recomposition spatiale à cette échelle plus large intègre d'ores et déjà cette dimension environnementale et facilite l'adaptation des écosystèmes naturels. Il ne faut pas qu'on refasse dans les zones arrière-littorales les erreurs d'artificialisation qu'on a pu faire sur le littoral et qui viendraient de fait bloquer l'adaptation des écosystèmes littoraux. Et voilà, et je vous remercie. Merci beaucoup, Anne. C'est très clair, très riche. C'est tellement clair et complet que pour l'instant, personne n'a envie de réagir, mais ça va peut-être venir à l'issue de cette conclusion. Je retiens qu'il y a effectivement des dimensions très, très nombreuses qu'on essaye de combiner à travers ce projet et la question finalement de l'aménagement du territoire, du projet de territoire et donc de toutes ces relations de décision qu'il peut y avoir entre les différents niveaux de décision et les différents sujets thématiques devient essentiel. Et c'est assez perturbant pour la plupart des acteurs puisqu'on est en train de parler de recomposition du territoire. Et ce territoire, il était considéré comme figé à jamais. Et là, il va bouger par force. Et comment donc faire en sorte que chacun y retrouve ses petits finalement pour un meilleur équilibre général. J'avais une question, moi, que j'avais envie de poser tout à l'heure à Jean-Christophe et Émilien, mais que je peux poser aussi à Anne et aux deux autres. C'est justement dans l'action des services de l'État qui ont cette mission d'assurer justement l'équilibre entre les différents intérêts. Comment se font finalement les arbitrages entre gestion des risques vis-à-vis des hommes et des biens et fonctionnalité écologique dans un PAPI par exemple et vis-à-vis d'un espace protégé comme une réserve naturelle? On peut se poser la question, quelle est la position finalement des autorités de tutelle, que ce soit la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère ou l'ADREAL, qui est son représentant local, mais qui est également le service déconcentré de la gestion des risques. Donc on a une question à ce niveau-là et peut-être qu'il y a des personnes qui représentent ces services dans l'assistance et qui pourraient nous éclairer justement sur la façon dont c'est perçu, la façon dont c'est traité et la façon dont on peut se projeter aussi dans l'avenir avec les nouveaux outils qui ont été créés récemment, hein, notamment la loi MAPTAM et la généralisation des PAPI sur le littoral ont quand même considérablement changé le paysage. Donc, voilà, c'est une question bouteille à la mer un peu, auquel les intervenants peuvent tenter de répondre, mais plus largement les autres participants. Alors, en attendant que quelqu'un se déclare éventuellement pour dire des choses, j'en profite pour vous livrer une question qui vient d'apparaître. Est-ce que vous développez des outils particuliers pour faciliter la concertation locale, en vue de partager les diagnostics, les enjeux et de définir une stratégie? Et quels garde-fous ou outils pour s'assurer que la gestion est bien adaptative? Donc effectivement, tu l'as dit rapidement, mais c'est un point essentiel, hein, c'est que finalement, on ne peut pas dénoncer des situations figées en proposant des solutions qui seraient figées également. Donc, on a l'obligation de proposer des outils qui soient évolutifs. Donc, comment on fait? Et puis, donc, la question sur les outils particuliers qui peuvent être proposés pour l'établissement de ce projet de territoire local. Ok. Alors, peut-être sur le premier point, pour répondre à ta question, Patrick, sur comment ça s'articule avec les services de l'État. Moi, j'ai l'impression qu'on est encore sur ce type de projet, sur un fonctionnement un petit peu en silo. Géraldine en a parlé ce matin. En fait, on aborde la question des risques dans les PAPI et on raisonne juste risque.
Après, la dépoldérisation, dans certains cas, ça suppose de demander des autorisations environnementales au titre de Natura 2000, de la loi sur l'eau, etc. Et là, on a un raisonnement environnement. Et finalement, c'est souvent, il y a parfois quand même un manque de cohérence entre les réglementations sur ces différents sujets. Ce qui est certain, c'est que c'est la partie risque qui prévaut et qu'on oublie effectivement quand on pense aménagement des zones rétro-littorales, pour moi, on oublie vraiment cette dimension environnementale. Le projet de loi aujourd'hui qui commence à dessiner des priorités ou en matière de recomposition spatiale des territoires n'aborde pas aujourd'hui cette question environnementale. Et je pense qu'il faut la prendre en compte d'ores et déjà. Sur les outils pour faciliter la concertation, alors on est accompagné par un bureau d'études qui travaille en prospective territoriale, donc qui développe des outils là-dessus, un petit peu au cas par cas selon les sites, en fonction aussi des demandes des acteurs locaux. Et puis la dimension pédagogique aussi est essentielle avec tout le travail que font les centres permanents d'initiative pour l'environnement, qui là aussi, notamment pour les liens avec la population, développent je trouve des outils qui sont assez innovants de maraudage pédagogique par exemple. Les approches paysagères aussi nous permettent vraiment d'impliquer tous les acteurs et sont très fédératrices. Mais il y a sûrement mieux à faire, surtout qu'en plus on développe nos actions de concertation en pleine période de Covid. Donc, autant dire que c'est pas évident. On fait beaucoup du coup de visites de sites sur le terrain, avec la population, avec les acteurs locaux, et c'est au travers de la lecture de paysages qu'on aborde ces questions. Je crois qu'il y a aussi une tentative, Anne, de mettre en avant des outils de prospective. Oui, tout à fait. De prospective territoriale, ouais. Voilà. Et donc, avec des cartes, on voit les déplacements des enjeux, où sont les services écosystémiques, où est-ce qu'ils pourraient se déplacer, où sont les impacts pour les types d'acteurs. On localise aussi sur ces cartes les types d'acteurs, etc. Alors, il y avait une question un peu complémentaire qui est apparue aussi sur cette question vis-à-vis de quelle est notre légitimité finalement quand on porte un projet de ce type-là, alors qu'on parle de politique des risques, de politique territoriale, donc qui sont des compétences d'autres acteurs. Quelle est notre légitimité à nous, Conservatoire du littoral ou autres partenaires, pour proposer des choses? C'est celle qu'on se donne, mais en fait, il se trouve qu'on est présent sur les territoires, on est présent sur un temps long, peut-être à la différence aussi d'autres acteurs. Et on a une connaissance à mettre en avant sur ces territoires et un rôle aussi de facilitation de l'ensemble de ces stratégies, qu'elles soient du point de vue de la gestion des risques ou de la gestion environnementale, du point de vue de notre action foncière. Donc, je pense que parfois, effectivement, notre légitimité, elle peut être questionnée quand il y a un PAPI en parallèle qui se met en place, parce qu'on n'est pas compétent sur la gestion des risques, et effectivement, on se place vraiment comme facilitateur et apporteur de connaissances et d'outils d'aide à la décision. Mais ce n'est pas nous qui prenons la décision in fine. Par contre, voilà, on est facilitateur ensuite de la mise en œuvre de ces démarches au travers de notre action foncière sur le long terme. Et donc, dans ce cas-là, on est vraiment un acteur clé aussi sur ce territoire.